immunité psychique et physique face aux infections virales. Donc, le corps humain est bien armé pour bien se défendre contre toute attaque extérieure. On parle dans ce cas de bonne santé ou d'un organisme en bonne santé. Et à ce titre, il est important de rappeler la définition de l'Organisation mondiale de la santé, qui définit l'état de santé comme un état de bien-être physique, mental et donc physique ou mental et socio-environnemental. Alors, d'où l'intérêt de notre sujet, parce qu'on est dans une pandémie mondiale de Covid-19 et face au stress qui en découle, nous avons bien besoin de connaître cette immunité psychique. L'immunité, donc, est cette capacité qu'a notre organisme à se défendre contre des substances étrangères qui vont devenir un tout petit peu comme les agents infectieux. Elle se manifestera grâce à une réaction immunitaire, physiologique, immunité naturelle ou innée dont on va parler, mais bien avant, elle va se manifester par une intégration de l'information de cette attaque exogène, ou l'attaque virale notamment, par notre psychisme. Cette intégration donc de l'information va passer par le système psychique et mental. Et il y aura des différences d'interprétation de données en fonction du schéma cognitivo-comportemental de chacun, des traits de personnalité et des mécanismes de tout un chacun d'adaptation au stress. Nous savons tous que le stress a des répercussions sur notre équilibre psychologique de tous les jours. Il attaque nos défenses immunitaires et peut mettre en péril notre santé, cet état de bien-être. À moins que nous nous prenions très vite l'habitude de réagir et de contrer les effets de ce stress, et notamment, nous en parlons actuellement à cause, donc, comme je disais, de la pandémie liée au coronavirus et toutes les conséquences psychologiques qu'elle a engendrées. Alors, les effets du stress connus jusqu'à ce jour, donc il y a une action sur la mémoire, c'est le cas des étudiants, lors des examens, l'accélération du vieillissement précoce, un rôle néfaste dans tous les aspects de la vie courante, que ce soit dans notre adaptation au travail, dans notre rapport avec les autres, dans nos fonctions corporelles digestives, le comportement et la sexualité. Les maladies donc liées au stress, et ils vont faire qu'il y aura un affaiblissement de nos défenses immunitaires. Alors, le rôle des peurs et des émotions n'est plus à mettre en évidence. Alors, les contraintes vont donc aider la genèse des maladies organiques et les progrès récents des neurosciences, notamment avec les imageries par résonance magnétique fonctionnelle, ont permis d'identifier les schémas et les mécanismes moléculaires communs au système nerveux et à celui immunitaire. Alors, les voies biologiques communes impliquées dans les différents types de stress, qu'ils soient traumatiques, endotoxiques ou infectieuses, ont été mises en évidence, notamment celui des cytokines, dans le déclenchement notamment des maladies auto-immunes. Le stress, donc, est un facteur d'aggravation dans des pathologies bien connues de nous tous, comme les rhumatismes, les maladies cancéreuses. Alors, c'est quoi exactement cette immunité psychique? On peut dire que l'immunité psychique est notre capacité de souplesse adaptative par rapport à la survenue de circonstances nouvelles dans la vie. Ça nous permet de lutter contre les fautes de déformation et de modes de cheminement de la pensée et d'être dans le stress. Alors, il faut rappeler que c'est Hans Selye, physiologiste canadien d'origine autrichienne, qui a parlé le premier de ce concept de lutte constante d'adaptation et qui nous dit que l'organisme est armé par des émotions, des réactions physiologiques d'attaque ou bien de fuite. Donc, qui fait qu'il est en état d'alerte pour aborder toute situation nouvelle. Alors, c'est quoi le stress? C'est l'inadéquation de perception des ressources de l'organisme pour aborder toute situation nouvelle ou crise. Cela va nous permettre de faire face et c'est un mécanisme de survie. Alors, ça permet aussi de maintenir un état d'alerte, mais il faudra éviter l'épuisement progressif. Donc, le stress, pour schématiser, est bénéfique pour l'organisme. Il permet de stimuler les révisions pour réussir et il est donc sans conséquences dommageables. C'est le stress. Mais quand on a une pérennisation ou bien certains facteurs qui influent sur le stress, comme la vision de chacun, l'expérience de vie de chacun, l'enfance de chacun, les modèles parentaux, le schéma social, font que chacun va avoir un seuil de tolérance.
Et on parle donc d'un syndrome général d'adaptation. Alors, il y a bien des réactions sur le plan physiologique au niveau d'un emplacement bien spécifique au niveau du cerveau qui s'appelle l'hypothalamus. On a des sécrétions d'adrénocorticotropes qui vont faire qu'il y aura une sécrétion de cortisol et qui va accélérer donc le rythme cardiaque, accélérer notre respiration, libérer beaucoup plus de glucose, faire qu'il y aura une hypersudation, et faciliter d'éliminer les déchets. Tout ça, on est en train de puiser dans nos ressources pour s'adapter. Donc, il va falloir qu'on n'arrive pas à la phase d'épuisement. Parce que s'il y a une pérennisation, comme j'ai dit, de ce stress, notamment quand cette pandémie dure, il va falloir accompagner ces gens afin que leur glucose ne s'amoindrisse pas et qu'ils ne tombent pas dans l'hypoglycémie. Alors, et dans les autres troubles mineurs comme la fatigue, les migraines, l'insomnie, les troubles psychosomatiques comme les ulcères gastro-duodénaux, les colites, la polyarthrite rhumatoïde qui connaît aussi des accès, c'est-à-dire qu'elle connaît des exacerbations de douleur, les maladies cardiaques, notamment dans les hypertensions artérielles, dans les troubles donc les dyslipidémies et les coronaropathies, et notamment les accidents vasculaires cérébraux. Cette vulnérabilité aux maladies va faire qu'on fera des infections à répétition, qu'on sera moins armé devant une attaque virale. Bien entendu, toutes les études de l'anti-aging actuelles parlent d'un vieillissement prématuré quand on est sous stress continu. Alors, il faut justement donc éviter l'épuisement professionnel ou burn-out. Et il faut donc noter que cette immunité psychique est très impliquée dans les troubles sexuels et de libido, ainsi que dans les troubles schizophréniques. Alors, et ces maladies psychosomatiques dont tout le monde parle, cet intestin irritable aux colopathies fonctionnelles, les spasmes, les gastrites, les ballonnements, ces palpitations dont je parlais, l'eczéma, le psoriasis, l'acné, justement, toutes ces pathologies sont maintenant répertoriées comme étant psychosomatiques, c'est-à-dire elles ont une double expressivité, à la fois psychique et au niveau du soma ou du physique, notamment la migraine et l'insomnie. Alors, comment lutter contre ce stress? Parce que si on dépiste et qu'on connaît justement, il faudra savoir comment lutter. Donc, il y a plusieurs méthodes de prise en charge actuellement. Il y a une panoplie de thérapeutiques. Il y a la TCC, thérapie cognitivo-comportementale. Il y a l'hypnose, il y a les psychothérapies de soutien, il y a l'ergonomie de travail, le coaching professionnel. Pour ne parler que de l'outil hypnotique, étant donné que je suis hypnopraticienne, l'hypnose médicale va faire qu'il y aura un apprentissage de cette auto-hypnose par les patients depuis à partir des premières séances. Et c'est un processus actif qui va réconcilier la personne avec elle-même et va lui donner un outil de travail pour la vie. Elle fait aussi partie des thérapies brèves et elle utilise les ressources personnelles de chaque patient. À côté donc de ces thérapies, il y a la méditation, tout en respectant la physiologie de chacun. Il y a la pratique de sport individuel ou collectif. Et il y a les art-thérapies, musicothérapie, sophrologie, EFT, ainsi que d'autres. C'est-à-dire la liste n'est pas exhaustive. Alors, pour ne parler que de la pratique de la spiritualité. Donc, nous sommes dans un mois de Ramadan pour les communautés musulmanes et il faut savoir que vraiment, quand on est connecté à cette spiritualité, c'est une ressource extraordinaire pour lutter justement et être dans cet équilibre psychique. Donc, pourquoi on parle de tout ça? Parce qu'il faudra savoir reconnaître les situations où l'on perd le contrôle des éléments, savoir demander de l'aide aux professionnels et nécessiter d'une prise en charge globale holistique. Alors, je ne passerai pas sans parler, au cours toujours de cette immunité psychique, de la micronutrition et son rôle. Alors, on peut dire pour les gens qui se demandent qu'est-ce que c'est que micronutrition par rapport à un mot qui est beaucoup plus connu qui est la nutrition, c'est une alimentation équilibrée et qui est vivante. La valeur nutritionnelle qui va être élevée, on va dire que les macronutriments, les protéines, glucides, lipides, c'est la valeur calorique et énergétique de notre assiette, tandis que ces micronutriments, ces oligoéléments, le fer, l'iode, le magnésium, le chrome, l'acide folique, etc., ce sont la valeur santé de notre assiette. Et souvent, il manque à notre assiette. Alors, il va falloir donc dépister et traiter ces carences alimentaires, savoir diagnostiquer les troubles d'absorption intestinale. On parle actuellement d'oligoscan, de spectrophotométrie du derme. C'est l'utilisation des fonctions donc, de la spectrophotométrie. Il faut donc dépister et lutter contre l'intoxication aux métaux lourds qui alourdit
notre système immunitaire. Et toujours, on sera dans cette attitude de détoxifier, rééquilibrer, maintenir une digestion, une absorption optimale au niveau de notre système digestif qui est le deuxième cerveau, sinon le premier cerveau. La relation entre cerveau donc, et système immunitaire, inexistante pour ces temps, sauf dans des cas pathologiques, eh ben non, les systèmes seraient intimement liés. Une connexion donc qui a une influence sur l'apprentissage et le comportement social de tout un chacun. Donc voilà, ça c'est un slide pour donc montrer juste les études de neuroimmunologie qui ont donc mis en exergue cette liaison intime. Le cerveau est notre ordinateur de bord et notre principal régulateur. Voilà. Les deux systèmes donc sont intimement liés, une connexion ayant, je le répète, une influence sur l'apprentissage et le comportement social qui vont faire que nous allons appréhender différemment une maladie virale, les conditions qui nous ont imposées par cette maladie, le confinement, comment on va le vivre, etc. Donc l'immunité psychique est au premier plan, elle va réguler et orienter les réactions immunitaires et de réponse de notre corps. Il est important de connaître les bases d'une bonne immunité psychique et savoir déceler les anomalies et savoir demander de l'aide quand il le faut. Alors, on va switcher et passer à l'immunité donc physique proprement dite. Eh bien, on parle donc d'immunité innée avec laquelle la personne va naître. Elle permet la défense de l'organisme contre les agents infectieux, tout azimut, mais de façon immédiate. Elle n'est pas spécifique. D'accord ? N'est pas spécifique. Elle utilise donc les supports, les molécules du complément et l'immunité, c'est une immunité cellulaire à médiation cellulaire. L'immunité acquise, c'est le muktasaba, le mana'a al-muktasaba. Alors, elle est spécifique de l'agent causal. Eh bien, il y a une mémoire immunitaire et il y a une spécificité. C'est la différence avec la première. Alors, l'immunité acquise utilise deux types d'immunité. C'est la médiation cellulaire, les lymphocytes T, et la médiation humorale qui va sécréter des anticorps. Ce sont des immunoglobulines ou des protéines produites par les lymphocytes B. Ce qui est important dans notre pandémie à coronavirus est de parler éventuellement de l'immunité grégaire ou l'immunité communautaire, qui dit que la propagation d'une maladie contagieuse peut être enrayée, c'est-à-dire peut partir ou là être abolie, dans une population si un certain pourcentage des individus est immunisé. Alors, voilà, là, pour montrer donc en bleu les gens qui sont non immunisés en bonne santé, les gens immunisés, c'est-à-dire qui sont rentrés en contact avec le virus, et d'autres qui sont malades et contagieux. Eh bien, on va voir que plus le bonhomme jaune qui représente une personne immunisée en bonne santé va être prépondérant, plus on aura une immunité grégaire ou collective. Le R0, c'est le nombre basique de reproduction ou le nombre moyen de cas d'infection secondaire produit par un seul cas, notamment un patient malade, au sein d'une population non vaccinée. Alors là, on va parler de l'immunité liée au microbiote. Et oui, le microbiote est constitué par un ensemble de microbes qui nous entourent, bactéries, champignons, parasites, et qui sont en nous aussi, dans notre système de peau, dans nos organes, dans notre système digestif. Alors, depuis très longtemps, on a développé un système de cohabitation avec ce microbiote, et il s'est avéré qu'il a un rôle de protection dans différents mécanismes de digestion, dans notre comportement, dans nos cycles de sommeil, etc. Et le système immunitaire, en fait, serait plus un simple système de reconnaissance. Donc là, c'est pour mettre les biotechnologies qui ont permis le séquençage protéique et cette spectrophotométrie de masse qui a mis en évidence ces phénomènes microbiotiques. Et on sait maintenant qu'il y a plus de 10 milliards de bactéries qui nous sont utiles et qui vivent avec nous dans notre corps. Voilà, ça c'est pour illustrer donc l'importance de ce système au niveau du système immunitaire. En fait, on étudie les métabolites ou les choses produites par ces micro-organismes dans notre organisme pour déceler leur action sur le système immunitaire, sur le système cardiovasculaire, digestif, neuro-endocrinien ainsi que tissulaire, c'est-à-dire au niveau des organes, qu'ils soient ostéo-articulaires, au niveau de notre foie, au niveau de notre cerveau, etc. Voilà, donc tout ça c'est pour dire que ce sont des bactéries amies et maintenant il y a beaucoup c'est-à-dire c'est des thérapeutiques complémentaires, surtout dans les affections de longue durée,
les ALD, dans les maladies cancéreuses, dans certaines maladies dégénératives et qui font qu'il y a des pistes vraiment, notamment on parle actuellement donc de greffe du bol fécal avec un système HLA compatible. Bon, ça c'est technique, les mots sont techniques, mais c'est pour dire qu'il y a vraiment des pistes et qu'il faut savoir apprivoiser et supplémenter les gens en probiotiques. Là, on passe à l'épigénétique et l'auto-immunité. Différents stimuli de notre environnement vont activer l'expressivité de nos gènes. هذاك الحمض الأميني اللي احنا عندنا فيه toutes les informations utiles à notre vie. Alors on parle d'épigénétique, c'est des méthylations donc d'ADN et ils ont un rôle déterminant pour notre auto-immunité. Donc ça c'est des détails. Le résumé de tout ça, c'est que notre environnement va moduler l'expression de nos gènes d'immunité. Il va pas faire de mutation, mais il va changer l'expression de certains gènes. La cellule va recevoir la cellule أو الخلية اللي هي الوحدة ديال جسم الإنسان et on parle actuellement de صحة خلوية ou de santé cellulaire, reçoit en permanence toutes sortes de signaux de son environnement. Les causes incriminées dans certains blocages de méthylation vont être le tabagisme, la pollution, l'alimentation, le stress dont on parlait et l'exposition aux ultraviolets, mais on insiste sur les changements liés à l'environnement. Donc, l'expression de nos gènes, est-ce qu'on va développer une maladie ou pas, va être réalisée en fonction des conditions environnementales, schéma de nos pensées, les peurs, les appréhensions, les conditions socio-environnementales, est-ce qu'il y a une pollution, est-ce qu'il y a du tabagisme, les conditions ergonomiques de travail, les habitudes alimentaires, la présence ou non d'activité physique, tout ça va faire que soit on va développer telle maladie, soit on ne va pas la développer. Alors, en conclusion, l'être humain est un tout et on ne peut le démembrer. Il faudra donc l'appréhender dans sa globalité, dans toute prise en charge. Et cette prise en charge donc se doit de faire partie de ce qu'on appelle actuellement la médecine holistique, qui à la fois va prendre chaque nafsi ou psychique, physique et socio-environnemental. La santé de tous est le reflet de la santé de toute la société, du développement de celle-ci. Une bonne santé globale des citoyens va faire qu'il y aura une meilleure productivité, notamment socio-économique. Il y a nécessité d'intégrer la norme santé dans toutes les politiques publiques et c'est le garant d'une paix sociale et d'un développement donc socio-économique durable. L'immunité psychique et physique optimale sont donc garante d'une meilleure défense contre toutes les agressions externes et je vous remercie.